Il est raconté que lorsque Bouddha Sakyamuni est né, il a fait 7 pas en partant de sa mère. En regardant le ciel et la terre, Bouddha déclara « Sur terre comme au ciel, je suis le seul qui puisse être vénéré ». Le 7 décembre 1989, nous assistons à la naissance de la personne qui incarne Bouddha lui-même dans l'œuvre d'Akutami, j'ai nommé le plus fort des exorcistes, Gojo Satoru. 大丈夫僕最強だから Lors de son affrontement contre Toji Zenin, le combat entre l'honoré des cieux et le rejeté de la terre, Gojo Satoru dira « Sur la terre comme au ciel, je suis le seul qui puisse être vénéré ». Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais tenter de vous expliquer comment et pourquoi Gojo Satoru est si puissant. Nous allons voir pourquoi il est l'exorciste le plus puissant de toute l'histoire de Jujutsu Kaisen. Par exemple, saviez-vous que la pluie ne touche pas Gojo Satoru sans sa permission? Non mais attendez, pause, c'est quel genre de flex ça? C'est pas un truc de ouf? En tout cas, pour bien comprendre comment cela est possible, regarde bien l'entièreté de cette vidéo. Comme d'habitude la team, pensez à liker, à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne louper aucune vidéo. Du très lourd arrive et ça fait toujours plaisir. Donc sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. Satoru Gojo est le nom qui terrifie tout le monde de l'occulte, que ce soit les fléaux ou les exorcistes. Il est le plus fort des exorcistes et le plus puissant des utilisateurs du sixième œil depuis des siècles. Il est si puissant qu'un exorciste millénaire est obligé d'établir un stratagème très élaboré pour le sceller. Ses ennemis ne songent même pas à le tuer car ils savent que c'est impossible. Il est le premier et la seule personne à avoir senti la présence de Toji Fushiguro. Le seul moyen pour comprendre pourquoi Gojo Satoru est si confiant est de s'intéresser aux capacités de celui-ci et à son impact dans le monde de l'occulte. Le 7 décembre 1989, Satoru Gojo est né. La naissance de Gojo Satoru a décidément bouleversé la balance entre les exorcistes et les fléaux. Depuis le début du manga, Akutami insiste sur le fait que la balance est un facteur très important. Mais la naissance de Gojo a directement impacté la balance entre les exorcistes et les fléaux. D'un coup, les exorcistes sont devenus trop puissants et tout ça grâce à Gojo Satoru. D'ailleurs, peut-être que tous les événements que nous découvrons dans la saison 1 sont simplement les conséquences de cette balance qui tente d'être rééquilibrée. Dans l'épisode 7, Gojo dira lui-même que des exorcistes de classe S très puissants apparaissent davantage ces temps-ci. Le retour de Sukuna est peut-être simplement le fruit de cette balance qui tente d'être rééquilibrée. Comme l'explique Tengen dans le chapitre 145, tous ces éléments sont connectés par le destin. Dans le fanbook, Akutami explique que Gojo terrifie plus les gens que Sukuna lorsqu'il était humain. Il explique qu'après l'âge d'or de l'exorcisme, les choses commençaient à redescendre. Seulement, elles ont été relancées avec la naissance de Gojo qui est apparu comme une bombe. Lorsqu'il était enfant, Gojo était autant protégé qu'il était une cible à cause de ses capacités. Durant l'arc Shibuya, nous apprenons d'ailleurs que de nombreux tueurs ont été engagés pour assassiner Gojo Satoru. Seulement, ils n'ont même pas été capables de s'approcher de lui face à son aura. Ainsi, Gojo a toujours été au-dessus des autres depuis l'enfance. Il était perçu uniquement par ses capacités héréditaires de l'illustre clan Gojo. Le clan Gojo est un clan si puissant que Kenjaku a toujours été confronté à ses membres. Il a d'ailleurs tué un utilisateur du sixième œil un an après sa naissance pour ne pas prendre le risque qu'il mette à mal ses plans. Si tout ce que je viens de dire n'a pas suffi à vous convaincre de la suprématie de Gojo Satoru, je vais vous fournir davantage d'éléments. Dans l'arc passé de Gojo Satoru, on remarque que le combat entre Gojo et Toji a permis son éveil. Gojo apprend non seulement à maîtriser le sort d'inversion, mais il découvre également sa vraie nature. Il devient le plus fort des exorcistes. Après la trahison de son meilleur ami, Geto Suguru, il décide de devenir professeur pour changer les choses. Voyant ses capacités, on pourrait presque dire que la classe S ne semble pas vraiment rendre justice à la vraie puissance de Gojo Satoru. Rappelez-vous quand Sukuna était surpris que lui et le fléau de classe S soient dans la même catégorie, et bien pour Gojo, c'est pareil. Décidément, encore un parallèle entre ces deux personnages. Pour mieux comprendre les termes d'Akutami lorsqu'il explique que Gojo est le sommet de la puissance, il faut qu'on parle des capacités de celui-ci. C'est un peu comme se demander pourquoi Sukuna est intéressé par Megumi. On sait beaucoup de choses, mais finalement, on n'en sait pas assez. D'ailleurs, j'espère que tu as bien la cloche de notification activée et que tu as vu ces deux vidéos où je tente de répondre à cette question. Bon, ce que je veux dire, c'est que nous n'avons jamais vu Gojo Satoru se battre à 100%. Son pouvoir est si grand qu'il peut détruire une forêt avec une simple technique. Rien que 0,2 secondes dans son extension du territoire
cause minimum 2 mois de convalescence pour ceux qui ont été exposés. Il n'y a aucun doute, les techniques de Gojo Satoru sont d'un autre niveau. Gojo a 2 techniques occultes, le 6e œil et l'infini. Ces 2 capacités combinées font de lui l'exorciste le plus puissant. Avant de parler du 6e œil, essayons de comprendre l'infini et les différentes formes de celui-ci. La première fois qu'on voit Satoru utiliser cette technique est durant son affrontement avec Jogo. Cet affrontement a vraiment soulevé plusieurs questions. Comment Satoru a-t-il pu empêcher Jogo de le toucher tout en l'attaquant par la même occasion? Comme l'explique Gojo, c'est grâce à l'infini qui existe partout. Gojo peut l'utiliser grâce à sa technique de l'infini. En d'autres termes, Gojo utilise sa technique occulte innée pour manipuler et détruire l'espace. C'est important de savoir que la technique de Gojo ne fait qu'introduire l'infini dans la réalité. Il ne crée pas un espace entre lui et ses ennemis, mais il divise simplement l'espace fini en une quantité infinie. Bon, c'est assez compliqué à visualiser dit comme ça, mais je vais tenter de vous l'expliquer de la manière la plus claire et la plus simple possible. Sa technique est basée sur des principes mathématiques que je vais développer dans la suite de la vidéo. L'infini a 3 formes différentes que Gojo utilise en fonction des situations. Pour commencer, l'infini neutre. À chaque moment, Gojo est constamment en train d'utiliser l'infini dans sa forme neutre. Vous l'avez déjà vu à plusieurs moments dans l'histoire lorsque Gojo empêche tout et n'importe quoi de le toucher. Par exemple, durant son combat avec Jogo ou lorsque Utaime lui lance un verre de thé. En d'autres termes, il y a un espace infini entre toi et Gojo Satoru que personne ne peut traverser. Aussi forte soit la tentative, personne ne peut s'approcher de Gojo sans son accord. Donc pas de problème de consentement concernant Gojo Satoru. Tout cela est dû à l'infini. Plus on s'approche de Gojo, plus la technique divise l'espace infini en petites parties. Si tu avais écouté en cours de mathématiques au lieu de dormir, tu te rappellerais qu'aucun nombre n'est égal à 0 lorsqu'on le divise. Il tend simplement à aller vers 0. Ainsi, il y aura toujours un espace infini autour de Gojo qu'il est impossible de surmonter. Ce concept vient des limites et des dérivés en mathématiques. Akutami a également utilisé l'exemple du paradoxe d'Achille pour rendre cela plus clair. Allez, on repart pour une nouvelle histoire, je vais vous expliquer le paradoxe d'Achille et la tortue. Le philosophe grec Zénon raconte le conte d'Achille et la tortue. C'est une course entre une tortue et Achille lui-même. La tortue défie Achille à la course avec la condition que le héros doit lui laisser une avance de 10 mètres. Il pense qu'il pourra rattraper cette distance très facilement, du coup il accepte sans hésiter. Mais il apparaît qu'Achille ne pourra pas gagner la course. Le temps qu'Achille rattrape les 10 mètres d'avance de la tortue aura forcément avancé encore d'une certaine distance. Même si cette distance sera plus courte, le temps qu'Achille rattrape cette distance, une autre distance aura encore été créée entre la tortue et lui. La distance entre Achille et la tortue sera constamment divisée par 2, mais elle ne sera jamais égale à 0. Achille fera d'abord 50 mètres, puis il fera 25 mètres, puis 12,5 mètres, etc. La distance diminuera, mais elle ne sera jamais égale à 0. C'est exactement ce que ressentent les adversaires de Gojo face à l'infini. Il peut maintenir toute matière à distance. Gojo n'a pas besoin de parapluie comme on le voit dans l'opening de Jujutsu Kaisen. La pluie également ne peut pas le toucher sans son consentement. Cette capacité permet également à Gojo de l'éviter. On l'a vu marcher sur des fourmis sans les tuer. Gojo ne foule même pas le sol pour vous dire. L'infini neutre peut seulement être stoppé lorsque Gojo Satoru l'interrompt. La deuxième forme de l'infini est le sort originel bleu. Lorsque Gojo utilise cette technique, cela crée un champ d'attraction. Gojo crée l'impossibilité conceptuelle qui est la force négative dans la réalité pour créer une force magnétique qui attire tout vers un point pour remplir l'espace vide. Quand Satoru a attaqué Jozo, avec bleu, il a presque explosé. Et c'est parce que son corps était attiré vers le point d'attraction pour remplir le vide. Même si cette technique nécessite beaucoup de concentration et énormément d'énergie occulte, elle permet d'incorporer les nombres négatifs dans la réalité. Les nombres négatifs dans la réalité permettent de nier l'espace en un point précis. Cette négation crée un champ magnétique qui aspire tous les éléments vers ce point. La puissance du magnétisme dépend de l'énergie occulte que Satoru met dans la technique. Mais Satoru doit faire attention à ne pas créer un champ d'attraction trop proche de lui. Il doit garder une distance de sécurité. Lorsque la situation est difficile à gérer, Gojo peut utiliser la forme la plus puissante de cette technique. Mais ceci n'est pas sans risque. Lors de son combat contre Toji, Satoru a utilisé le sort de rotation avant, niveau d'énergie maximale bleu. C'était pour détruire tout ce qui était aux alentours. On remarque ici que le niveau de puissance de bleu est bien supérieur
au niveau qu'on avait vu dans la saison 1 de Jujutsu Kaisen. La troisième forme de l'infini est le sort inversé rouge. C'est à peu près l'opposé de bleu. Gojo utilise l'énergie positive à partir de la technique d'inversion pour créer un point qui repousse au lieu d'attirer. Gojo a utilisé cette technique contre Jogo dans l'épisode 7 de la saison 1. Le combat de Satoru contre Jogo est un bon moyen de comprendre à quel point Satoru est surpuissant. D'après Kenjaku, Jogo est l'équivalent de 8 ou 9 doigts de Sukuna. Et Gojo l'a vaincu avec une facilité déconcertante, jusqu'à sa tête à rouler par terre littéralement. En vrai, respect à Jogo parce qu'il a quand même combattu les deux personnages les plus puissants de la série. En effet, Sukuna, lorsqu'il possédait 15 doigts, a également réussi à vaincre Jogo très facilement. Revient encore la question de la force de Sukuna lorsqu'il possède ses 20 doigts. Satoru a quand même annoncé dès le début du manga qu'il vaincrait Sukuna à pleine puissance. Mais bon, on attend de voir l'affrontement pour être vraiment fixé. La dernière forme de l'infini est violet. Lorsque Satoru combine bleu et rouge ensemble, il peut utiliser l'équation imaginaire violet. En théorie, ça devrait être impossible de combiner deux concepts opposés comme l'attraction et la répulsion. C'est pour cette raison qu'elle est appelée technique imaginaire. Après avoir combiné bleu et rouge ensemble, Satoru libère une masse imaginaire qui détruit littéralement tout sur son chemin. La première fois que Gojo a utilisé cette technique, c'était durant son affrontement contre Toji. Satoru explique que même au sein de la famille Gojo, peu de personnes ont connaissance de cette technique. Pour l'utiliser, il faut maîtriser à 100% les deux autres formes bleu et rouge. Mais vous me direz, toutes ces informations ne nous expliquent pas pourquoi Gojo est si spécial. Pourquoi est-il si puissant, sachant que d'autres avant lui maîtrisaient la technique de l'infini? Eh bien, tout cela est dû au sixième œil. Gojo est le premier depuis des centaines d'années à posséder en même temps le sixième œil et la technique de l'infini. C'est très intéressant car il ne peut pas y avoir deux exorcistes possédant le sixième œil au même moment dans le monde de Jujutsu Kaisen. Le sixième œil, en plus d'aider Gojo à être un BG, l'aide à maîtriser à la perfection la technique de l'infini. Un exorciste qui possède le sixième œil ne sera jamais à court d'énergie occulte car ses yeux l'aident à voir l'énergie occulte dans ses moindres détails. L'exorciste peut percevoir les objets en termes de masse, de forme, de vitesse, de composition chimique, etc. En bref, le sixième œil permet de tout analyser dans les détails. C'est seulement grâce au sixième œil que Gojo peut maintenir la forme neutre de l'infini constamment. Cette technique est si puissante qu'elle pourrait griller le cerveau de Satoru s'il ne se couvrait pas les yeux. Le sixième œil permet également à Gojo d'utiliser le sort d'inversion. Le sort d'inversion permet l'énergie positive. En utilisant cette technique, Gojo multiplie l'énergie négative pour obtenir une énergie positive. Mais Gojo ne fait pas cela de manière manuelle. Grâce à son sixième œil, il le fait de façon automatique, un peu comme un mode autopilote. Lorsque Toji le poignarde avec son arme, Gojo a concentré tous ses efforts dans l'utilisation du sort d'inversion. C'est grâce à cela qu'il a pu se soigner et rester en vie. Ce qui se passe, c'est que son sixième œil a calculé un sort d'inversion qui soigne son cerveau constamment du fait d'utiliser l'infini. Grâce au sixième œil, Gojo a une quantité illimitée d'énergie occulte, même si c'est un humain. Enfin, je ne peux pas boucler cette vidéo sans parler de l'extension du territoire de Gojo. Sphère de l'espace infini est d'après moi une des extensions du territoire les plus fascinantes. Lorsque quelqu'un est dans l'extension de Gojo, il voit un espace vide qui ressemble un peu au milieu de l'univers. En réalité, il se trouve dans l'infini, là où les actions et les pensées sont répétées sans fin. D'après Akutami, quelqu'un dans l'extension du territoire de Gojo ressent qu'il voit tout, et dans le même temps, qu'il ne voit rien. C'est assez difficile à imaginer dit comme ça. Dans l'extension de Gojo, seul lui et ceux qu'il touche ne sont pas affectés par les effets. Le domaine de Gojo demande beaucoup d'énergie occulte. Tellement d'énergie qu'il peut facilement surpasser d'autres extensions du territoire. Dans l'épisode 7, alors que Jogo est un fléau de classe S très puissant, le domaine de Gojo a surpassé le sien très facilement. Sukuna et Gojo Satoru sont les deux personnages ayant le plus d'énergie occulte dans Jujutsu Kaisen. Leur combat promet réellement. Ceux qui sont piégés dans l'extension du territoire de Gojo ne peuvent plus bouger ou parler. Si Gojo obtient l'avantage et qu'il réussit à enfermer Sukuna dans son extension, la partie sera perdue pour celui-ci. Mais je suis persuadé que Sukuna réserve de nombreuses surprises. Au-delà de ses capacités principales, Gojo Satoru sait faire plein d'autres trucs. Il sait se téléporter, il est fort au corps à corps, etc. Il est l'archétype de la force dans Jujutsu Kaisen. Si je devais mettre en avant 3 personnages surpuissants dans ce manga, ce seraient Toji,
Gojo et Sukuna, chacun étant un génie dans leur domaine respectif. Et dites-vous qu'on n'a toujours pas vu Gojo se battre à 100%. Lorsqu'il ne sera plus scellé, il va apprendre la mort de Yaga et de Nanami. Il y a des chances que d'autres personnages meurent pendant la traque mortelle, et il y a également des chances que Gojo n'ait même pas révélé encore tous ses pouvoirs. Enfin, on a juste à attendre de voir ce qui va se passer dans la suite du manga. N'hésite pas encore une fois à t'abonner pour qu'on discute de tout ça ensemble. Voilà la team, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo à propos de Geto Suguru. En tout cas, merci à vous et je vous dis à très vite.